Une gifle en pleine face des États-Unis. C'est ainsi que l'Iran a qualifié ces tirs de missiles cette nuit contre des troupes américaines en Irak. Les tirs en représailles à l'assassinat du général Soleimani. L'Iran parle de 80 morts parmi les soldats américains. Bien sûr, le bilan n'est pour l'heure pas du tout confirmé. Alors jusqu'où peut aller cette escalade militaire sans précédent? Pour y répondre, Clément Terme avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chercheur au sein de l'équipe Savoir nucléaire aux séries de Sciences Po. Clément Terme, est-ce que le risque d'embrasement est réel? Est-ce qu'on peut dire qu'on est proche d'une guerre? Je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il y a des tensions militaires qui augmentent dans la région. Ces tensions ne sont pas nouvelles, elles datent du printemps 2019, à un moment où Donald Trump a décidé de réduire à zéro les exportations de pétrole iranien. Donc au début, c'était une question de survie économique pour la République islamique. Il faut savoir que l'Iran a connu une récession de près de 10% l'année dernière et donc lutte pour sa survie économique. Mais là, il ne s'agit plus de cela, il s'agit d'une lutte d'influence régionale entre les États-Unis et l'Iran. Et l'Iran, après avoir perdu la guerre économique contre l'Amérique de Trump, ne peut pas perdre la guerre d'influence au niveau régional parce que c'est sur cette stratégie que la République islamique a fondé sa légitimité à l'intérieur. Cette riposte de l'Iran, elle était prévisible. L'Iran parle de riposte proportionnée. Oui, c'est une réponse préliminaire, c'est ce qu'a dit le guide suprême, laissant entendre que s'il y avait une escalade sur cette réponse de la part des États-Unis, il s'en prendrait maintenant aux alliés des États-Unis dans la région, à savoir l'État d'Israël, les Émirats arabes unis ou l'Arabie saoudite. Donc il va y avoir maintenant un intérêt des États de la région à la désescalade, et ces États vont relayer ce désir de stabilité et de paix pour préserver, eux, leur prospérité économique, qui est liée aux exportations de pétrole. Et si l'Iran déstabilise la région, exporte l'insécurité de l'Iran déjà vers l'Irak et maintenant vers le Golfe Persique, on pourrait avoir à la fois une instabilité au niveau régional et une crise économique. On va y revenir. Donald Trump, le président des États-Unis, vient de prendre la parole. Il confirme qu'il n'y a aucun blessé du côté des troupes américaines. La balle est dans le camp des États-Unis aujourd'hui? S'ils ne changent pas leur stratégie économique vis-à-vis de la République islamique, au-delà de cette lutte d'influence sécuritaire, il y aura un problème pour la République islamique à moyen terme si elle ne peut pas exporter son pétrole. Donc il faudra voir si d'autres États, la Russie, la Chine, ou voire les États européens, mais c'est très improbable, s'émancipent de la tutelle de Washington pour jouer un rôle de modérateur en donnant une respiration économique à la population iranienne qui s'appauvrit depuis l'élection de Donald Trump. Les États-Unis peuvent prendre le risque de riposter à nouveau là, à cette attaque, ces tirs de missiles qu'il y a eu? C'est-à-dire qu'il y a plusieurs menaces qui pèsent aujourd'hui sur les forces militaires américaines, dont plus de 5000 soldats américains en Irak. Il y a une menace aussi de la vengeance, parce qu'il n'y a pas le général Soleimani n'a pas été assassiné tout seul. Il était en compagnie d'un Irakien, qui est un chef de milice locale. Et donc les Irakiens vont aussi probablement essayer de répondre à cette agression militaire des États-Unis sur leur propre territoire. Donc il y a aussi le problème des alliés régionaux de l'Iran, qui sont des groupes non étatiques ou des groupes semi-étatiques. Et donc ces alliés régionaux ont leur intérêt également, et ça dépendra de la capacité de l'Iran à renforcer l'anti-américanisme dans la région, puisque l'objectif affiché par Téhéran aujourd'hui est le départ des troupes américaines de la région, pour briser l'encerclement des bases militaires américaines qui entourent le territoire iranien. Alors, Trump vient de prendre la parole, il dit que l'Iran semble reculer. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire? On a quand même du mal à comprendre la stratégie américaine. Le président américain s'est enfermé dans sa propre stratégie de changement de régime en fixant des objectifs irréalistes. Et en revenant dessus parfois même. Oui, sur l'attaque des sites, par exemple, culturels, et heureusement d'ailleurs qu'il est revenu sur ces menaces de détruire certains sites qui font partie du patrimoine de l'humanité. Donc ça, c'est heureux. Maintenant, le problème, c'est que s'il y a d'autres attaques de groupes alliés avec l'Iran, on peut assister dans les mois qui viennent à d'autres tensions militaires. Tant que l'Amérique n'aura pas changé sa politique iranienne, le risque d'un embrasement est toujours présent. Est-ce que le contexte politique, notamment la campagne électorale, ça a une influence sur l'action du président? Je pense que le président américain se détermine en fonction de nombreux facteurs, mais l'élection, au contraire, c'est plutôt un facteur qui limite le risque, puisque l'opinion publique américaine est opposée, en tout cas, à l'envoi de troupes au sol. Donc est plutôt favorable à mettre fin à toutes ces guerres que l'Amérique a initiées depuis 2001 dans le Grand Moyen-Orient, en Afghanistan d'abord, et en Irak ensuite. Donc, et l'opinion publique iranienne également est opposée à une confrontation militaire directe avec les États-Unis, car le rapport de force n'est évidemment pas en faveur de l'Iran. Trump semble prendre des décisions
relativement seul, met ses alliés hors jeu, ne les informe pas, snobe les organisations internationales. Est-ce que c'est dangereux ? C'est-à-dire que le problème d'un président américain, c'est qu'il est très puissant. Donc, s'il commet des erreurs, cela n'a pas des conséquences que pour les États-Unis, ça a aussi des conséquences pour les populations de la région. Mais la principale limite, encore une fois, c'est quand même le fait que l'Amérique et les États-Unis sont une démocratie et que l'opinion publique américaine est hostile à une aventure militaire qui irait au-delà de bombardements limités aériens. Vous dites que ça pose un problème moral. Pourquoi ? Parce que c'est un assassinat extrajudiciaire. Vous parlez donc de l'assassinat du général Soleimani. Oui, et que le président américain ne peut pas s'auto-attribuer, s'auto-nommer en charge de la justice internationale. Donc là, il y a un vrai problème juridique au niveau du droit international, et le fait que la France n'ait pas condamné cette exécution extrajudiciaire pose également problème. Justement, quel rôle de la France aujourd'hui, quel rôle peut jouer Emmanuel Macron ? Alors, la France joue malheureusement le rôle de figurant. Donc, les ambitions de la France étaient très élevées, de vouloir jouer une médiation, mais les moyens très faibles, parce qu'il n'y a pas d'indépendance économique de la France vis-à-vis des lois extraterritoriales américaines. Donc, les normes juridiques que promeut l'administration Trump s'appliquent aux entreprises françaises qui font le choix, en fait, de suivre les normes américaines plutôt que les conseils du président français. Pour éviter les sanctions américaines pour les entreprises qui resteraient, par exemple, à commercer avec l'Iran. Exactement. Du coup, la parole de l'Europe est totalement démonétisée du point de vue des Iraniens, puisqu'il n'y a pas de levier économique. Du coup, il faut se tourner vers la Chine, qui, elle, a un intérêt à l'apaisement, à la stabilisation de la zone, du fait de son statut d'importateur d'hydrocarbures du Moyen-Orient. Et donc, pour la stabilité de l'économie chinoise, il y a besoin d'un minimum de stabilité. Ensuite, la Russie va jouer ce rôle de médiateur, puisqu'elle est la seule en capacité à parler à l'ensemble des acteurs régionaux, et n'a pas intérêt non plus à un embrasement régional. Et Poutine vient d'appeler à la retenue à côté du président turc aujourd'hui. Oui, parce que la Russie a besoin d'avoir un partenaire iranien. Alors, ces pays peuvent avoir un intérêt au développement d'une hostilité entre l'Iran et les États-Unis pour défendre leurs propres intérêts, mais en même temps, ils n'ont pas intérêt à une guerre régionale. Donc, pour l'instant, il faut espérer que la raison prévale et que les tensions s'apaisent. Alors justement, c'est quoi les conséquences concrètes et immédiates de ces attaques, les répercussions aujourd'hui ? Alors, il y a des répercussions d'abord sur la circulation des avions, puisque les territoires irakiens et iraniens sont aujourd'hui interdits de survol, et il y aura des répercussions sur les marchés pétroliers, notamment s'il y a d'autres attaques et que l'insécurité perdure, parce que s'il y a une instabilité qui s'étend vers le Golfe Persique, si la réponse iranienne va au-delà du territoire irakien, l'approvisionnement mondial en pétrole serait alors menacé. Et du coup, en France, il y aurait des conséquences ? Il peut y avoir des conséquences sur les prix du pétrole à la pompe, mais je pense que, comme je l'ai dit, la Chine va faire le maximum pour éviter cet embrasement. Et les pays de la région, notamment l'Arabie Saoudite, qui est un des principaux producteurs d'hydrocarbures, les Émirats Arabes Unis et même le Qatar vont faire des efforts aussi pour que l'administration Trump défende une désescalade et donc vont exercer une pression sur Washington parce que ces pays-là ont une influence à Washington du fait des pétrodollars et de leur capacité de lobbying. Juste une dernière question. Est-ce qu'il y a un risque que tout cela profite à l'État islamique ? Que les djihadistes, finalement, reprennent un peu de force ? Alors, évidemment que ça détourne l'attention sur le combat qui est prioritaire pour la France, à savoir la lutte contre Daesh. Mais dans tous les cas, vu que la bataille au sol était en partie terminée en Irak, ce sont des réseaux informels qui sont, dans tous les cas, très difficiles à combattre. Merci Clément Terme. Merci d'être venu sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes chercheur au sein de l'équipe Savoir nucléaire série de Sciences Po et vous publiez en février, donc très bientôt, L'Iran et ses rivaux. C'est aux éditions Passé Composé. Tout de suite, c'est dans l'air avec Caroline Roux qui revient sur la contre-attaque de Carlos Ghosn. L'ancien PDG de Renault-Nissan parle pour la première fois depuis son évasion spectaculaire du Japon. Il donne sa version, il clame son innocence. C'est dans l'air revient sur les révélations de cette conférence de presse. C'est tout de suite et moi je vous dis à demain.